Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder l'incroyable histoire d'un jeune homme qui, dans les années 20, découvrit au péril de sa vie des gisements pétrolifères en plein Sahara. Pourtant, les autorités françaises l'écoutèrent d'une timide oreille et ne se réveillèrent que bien trop tard. L'exploitation débuta en 1956, alors que la France était en plein conflit avec les indépendantistes algériens. Avant de raconter cette étonnante chasse au trésor, remettons toute cette histoire de pétrole en perspective. En 1976, le président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing, lançait « On n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Pourtant, si les présidents qui l'avaient précédé avaient écouté le jeune Conrad, la France aurait pu devenir, dès les années 20, l'une des plus grandes puissances pétrolières de son époque, notamment en exploitant le pétrole de l'Algérie, alors territoire français. Avec la crise pétrolière de 1973, le monde entier a la gueule de bois. C'est la fin des 30 glorieuses, fini le plein emploi et la consommation à outrance. On va devoir se serrer la ceinture et prendre conscience que les réserves naturelles ne sont pas infinies. Cette année-là, les États-Unis, alors premier producteur mondial de pétrole, annoncent avoir atteint leur pic de production en 1971. L'analyse des réserves américaines indique clairement que la production ne pourra plus augmenter et qu'elle va même décroître assez rapidement. L'abandon des accords de Bretton Woods, nés après la Seconde Guerre mondiale, ont comme effet de dévaloriser le dollar. En effet, ces fameux accords assuraient la convertibilité du dollar en or. Cet arrêt rend le cours du dollar flottant et cette situation a un impact direct sur le prix du pétrole, libellé en dollars. Le président Nixon annoncera la couleur le 18 avril 1973. Notre demande en énergie a cru si vite qu'elle dépasse désormais notre approvisionnement disponible. Et au rythme de croissance actuel, elle aura presque doublé par rapport à ce qu'elle était en 1970. Dans les quelques années qui viennent, il nous faut accepter la possibilité de pénurie d'énergie sporadique et une certaine hausse du prix de l'énergie. La production intérieure disponible de pétrole n'est désormais plus capable d'en suivre la demande. Face à cette dévalorisation du dollar, l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, décide d'un embargo. Avec un dollar dévalorisé, la vente de leur pétrole ne leur rapporte plus suffisamment d'argent. C'est le bordel mondial. En l'espace d'un an, le prix du baril de pétrole est multiplié par 4, passant de 2,50 $ à plus de 11 $. La crise pétrolière engendre une crise économique et force est de constater que, 50 ans plus tard, nous n'en sommes toujours pas sortis. Si la découverte de nouveaux gisements dans le monde, notamment en haute mer, en Russie ou au Venezuela, a permis de limiter la casse, les idées promises par Valéry Giscard d'Estaing ne nous ont pas permis de ralentir notre dépendance au pétrole. L'or noir, comme on l'appelle dans Tintin, exerce depuis sa découverte une indéniable fascination. Les puissances mondiales en ont fait un enjeu géostratégique de tout premier ordre et malheureusement, bien des conflits sont nés du désir ardent de posséder ces ressources. La France ne fait pas exception à la règle. C'est en effet en pleine guerre d'Algérie que notre pays découvre en 1956 du pétrole sur le site d'Edjélé. Cette découverte aura une incidence directe sur le conflit. L'Algérie doit absolument rester un territoire français. C'est la poule aux œufs d'or. Même si en l'occurrence les œufs sont noirs. Pourtant, l'exploitation de ce gisement arrive bien tardivement. Trop sans doute. Comme Conrad Killian, le héros de cette aventure, je suis d'un naturel optimiste. J'aime à penser que si le pétrole avait été découvert et exploité plus tôt, les relations avec l'Algérie auraient été différentes. De nouvelles villes seraient nées aux abords des gisements et une partie des richesses aurait permis un développement plus équitable du pays avec la création d'infrastructures et de lieux de scolarité ouverts aux Algériens.
Car si on se replace dans le contexte de cette découverte, la population indigène est très pauvre et l'Algérie est surtout perçue par les métropolitains comme une réserve agricole et viticole. Bien que 68 000 combattants algériens aient participé à la libération de la France, ceux que l'on appelait les Français musulmans de l'Algérie sont à l'époque considérés comme des citoyens de second ordre, alors même que le régime de l'indigénat a été abrogé en 1945. Cette différence de conditions a exacerbé les esprits et la suite ne fut qu'une succession de manipulations et de boucheries, sans retour possible ni même pardon. On le perçoit encore de nos jours, les relations entre la France et l'Algérie sont toujours très tendues. Je suis sans doute naïf, mais je pense que le pétrole aurait changé notre vision de l'Algérie et que son importance stratégique aurait sans doute abouti à une meilleure considération de sa population, à plus d'ouverture et de souplesse de la part des autorités françaises, et peut-être que la transition vers l'indépendance aurait été moins violente. Bref, on ne va pas refaire l'histoire, surtout sur un sujet aussi complexe, mais c'est pour moi l'occasion de vous raconter la fantastique histoire de Conrad Quillian, le jeune géologue qui a découvert le pétrole du Sahara. Conrad naît en 1898 à Dessaigne, en Ardèche. Son vrai prénom, c'est François Théodore Conrad, mais dans la famille, tout le monde l'appelle Conrad. Le gamin est très curieux, il s'intéresse à tout ce qui l'entoure. On perçoit très vite qu'il n'est pas comme les autres. À 9 ans, son père trouve dans sa chambre un petit carnet manuscrit avec inscrit sur la couverture « Le sol et les bêtes ». À l'intérieur, il répertorie toutes ses découvertes. Il passe énormément de temps avec son grand frère Robert, beaucoup plus sportif et costaud que lui, et qui se destine à une carrière militaire dans la marine. D'ailleurs, il réussira parfaitement puisqu'il terminera contre-amiral avec comme distinction commandeur de la Légion d'honneur. Les deux jeunes garçons adorent explorer la nature et ont une passion commune, la lecture d'Hérodote, l'historien et géographe grec. Un passage particulier les captive, celui où il est évoqué un ancien peuple africain, les Garamantes. Curieuse lecture pour de jeunes garçons, mais qui témoigne d'une furieuse envie d'apprendre et de découvrir le monde. Un jour, Conrad trouve un rat et l'apprivoise. Il l'habituera à rester sur son épaule et c'est ainsi qu'il se rend en classe, au grand désespoir de l'enseignant. C'est un excellent élève, il a de très bonnes notes, mais il est également très insolent. Un professeur qui remettait un devoir en classe, Conrad rendra une copie blanche. Interloqué, le professeur lui demandera pourquoi. N'a-t-il pas effectué le travail demandé? Il répondra « Le sujet ne m'intéressait pas ». Son camarade de classe, Henri Petiot, plus connu sous son nom d'écrivain, Daniel Rops, le décrit ainsi: grand, fort, à la fois abrupt et charmeur, effronté et d'une extrême gentillesse, avec quelque chose qui faisait dire de lui qu'il n'était pas comme les autres. Plus tard, Conrad lui écrira « Ce n'est pas d'une vie dont je rêve, mais d'un destin ». Et de ça, dès son plus jeune âge, Conrad en est persuadé. Un destin extraordinaire l'attend. Dans la famille, la géologie, c'est sacré. Son père, Wilfried, est l'un des pionniers de la géologie alpine. L'étude des sols, c'est sa grande passion, et il aimerait la transmettre à ses fils. Conrad, au départ, la géologie, c'est pas trop son truc. Pendant ses études à Grenoble, il rêve d'océan et d'exploration maritime. Secrètement, il aimerait découvrir un trésor. Pas forcément pour l'argent, mais pour le plaisir de la découverte et la satisfaction de laisser son nom dans l'histoire. Logiquement, il se dirige vers des études navales, mais des problèmes de santé viennent contrarier cette vocation. Il souffre d'urémie. À 2 reprises, il échoue à l'examen d'entrée. De retour chez lui, complètement dépité, il ne sait pas quoi faire et se confie à son père.
Ce dernier lui apprend patiemment les bases de la géologie. Conrad va se mettre à étudier par lui-même et au fil du temps, il semble épouser la passion de son père, notamment pour un détail tout bête. L'étude des sols permet également de découvrir des trésors. Mais la Première Guerre mondiale va se rappeler à son bon souvenir. Même s'il est inapte à rejoindre la marine, alors que son frère s'y trouve, l'état-major doit se dire que, comme chair à canon, il fera bien l'affaire. En 1917, il prend part aux dernières offensives déclenchées par le maréchal Foch. À la fin du conflit, il reçoit la Croix de guerre avec citation. Démobilisé en 1920, il va terminer ses études à Lyon auprès d'un ami de son père, Charles de Géré. Ensuite, c'est retour à la case départ où il rejoint son père et ses innombrables minéraux. En 1921, son père le branche sur l'organisation d'une expédition qui pourrait lui plaire. Et pour cause, il s'agit ni plus ni moins que de chercher le trésor des guerriers Garamantes. En effet, l'une de ses connaissances, un colon suisse très fortuné, s'est mis en tête de retrouver ce trésor. Il a accumulé une quantité de documents sur le sujet. Les Garamantes étaient un ancien peuple berbère. Ils ont développé une civilisation très avancée et sont connus pour avoir été de grands bâtisseurs. Leur empire s'étendait sur tout le nord de l'Afrique. Leur territoire partait du Maroc actuel jusqu'à la Tunisie et englobait également la Libye. Ils ont été des pionniers dans l'aménagement des villes, l'exploitation des mines, l'irrigation et l'urbanisation des oasis, ainsi que des maîtres du commerce transsaharien. Ils avaient aussi un système d'irrigation souterrain très élaboré bien avant l'Empire romain. Excusez du peu. L'empire des Garamantes dura plus d'un millénaire, de moins 800 avant Jésus-Christ à plus 600. La légende raconte qu'est enfoui dans l'une de leurs anciennes cités un extraordinaire trésor de pierres précieuses et d'or. Mais qu'est-ce qui a décidé la mise en place d'une telle expédition? Il faut remonter encore plus loin pour le savoir. Le colonel Paul Flatters était un militaire français qui avait exploré le Sahara. Il raconta avant de mourir en 1881 qu'il avait trouvé des émeraudes grosses comme des œufs de pigeon, sans doute issus du trésor des guerriers Garamantes. Il donna quelques vagues indications quant au probable lieu d'enfouissement. Il n'en fallait pas plus pour que la légende naisse et que bon nombre d'apprentis Indiana Jones se mettent à sa recherche. Conrad a des étoiles plein les yeux et veut absolument participer à l'expédition. La relation de son père lui permettra de l'intégrer. À la tête du groupe d'hommes, on trouve un ancien adjudant nommé Lacroix, un être bourru et violent. C'est bien simple, le gaillard ne parle pas. Il éructe sans cesse. Sur son ceinturon, comme pour affirmer son autorité, on trouve un chapelet de poignards. Lacroix a déjà mené une expédition, mais sans succès. Apparemment, il n'est pas non plus très assidu dans ses recherches. Il profite surtout de la générosité de son mécène pour organiser des expéditions et se rétribuer assez grassement, parfois au détriment de ses hommes. D'autre part, il entretient une relation avec une femme très vulgaire nommée Florence qui le suit partout. C'est ce premier élément qui va surprendre Conrad quand il débarque à Alger. Cette femme semble être l'esclave sexuelle de Lacroix. Elle n'a pas vraiment sa place au cœur d'une chasse au trésor. Et pour cause, Lacroix l'a enlevée d'un bordel algérien, lui promettant une belle vie en échange de quelques services. L'expédition démarre en janvier 1922 et très vite les relations entre Lacroix et Kilian se tendent. Lacroix est persuadé qu'on lui a flanqué ce jeune freluquet entre les pattes rien que pour l'espionner. De son côté, Conrad n'apprécie guère les méthodes de Lacroix qui maltraite ses hommes et se comporte comme un pacha effectuant une visite touristique. D'autre part, il se contrefiche des études du jeune géologue. Lacroix l'enguirlande. Alors le puceau du désert, tu les trouves ces fichues émeraudes? Le ton monte vite entre les deux hommes
et ils se menacent mutuellement à plusieurs reprises. À un moment donné, les deux hommes prennent même leur repas avec chacun un revolver posé sur la table. L'atmosphère devient de plus en plus pesante. Un jour, Kilian voit aux abords d'une grotte des pierres étincelées de mille feux. Bon sang, et si c'était le trésor? Lacroix a lui aussi vu briller ces pierres, et il se dirige au pas de course vers les émeraudes des Garamantes. Florence le suit comme un petit chien, grisé par l'excitation de devenir riche. Car oui, n'en doutons pas un seul instant, s'ils trouvent le trésor, ils ne le ramèneront pas à leurs riches mécènes suisses, ils le garderont pour eux. Arrivé sur place, Lacroix et sa compagne exultent. On a trouvé les émeraudes. Impassible, Kilian regarde les pierres, il les observe sous toutes leurs coutures, et avec un petit marteau, il tape dessus. Les pierres s'effritent. Ce ne sont pas des émeraudes, mais des amazonites. Cela ne vaut rien, et il éclate de rire, se moquant de la cupidité de l'adjudant. Lacroix est dépité. Il ne supporte plus le jeune homme, si prétentieux à ses yeux. Mais, plus grave encore, sa prostituée personnelle trouve que le jeune homme, même s'il est trop maigrichon à son goût, a quand même un certain charme. Il ne supporte pas que sa belle trouve un quelconque intérêt à se freluquer imberbe à l'allure malingre, alors que lui c'est un solide et puissant gaillard à la grande barbe rousse. Lacroix a une fâcheuse habitude, il boit beaucoup d'absinthe et le soir, il est souvent caramélisé à mort. Ivre, il cuve dans sa tente. Un de ses guides lui rapportera que plus d'une fois, pendant que monsieur dormait, Madame Florence se glissera dans la tente du jeune Kilian. Et à mon avis, monsieur, il n'enfilait pas des perles pour confectionner un collier à Lacroix. Conrad n'est plus le puceau du désert. Florence s'est occupée de son cas. C'en est trop pour l'adjudant. En pleine nuit, Lacroix s'enfuit avec les chameaux, les guides et les vivres, non sans oublier son esclave sexuelle, la pulpeuse Florence, attristée par la perte de son vigoureux minot. En plein désert du Sahara, il signe tout simplement la condamnation à mort du jeune homme. Mais c'est sans compter sur les ressources du jeune homme qui va poursuivre Lacroix et retrouver le campement. Il va débarquer sur place et menacer Lacroix avec son arme. Ce dernier fera mine de ne pas l'avoir fait exprès. Bon, après tout, un oubli, ça arrive. Mais la confiance est définitivement rompue. Il va récupérer ses affaires, des vivres, un chameau et un guide acceptera également de le suivre. On pourrait alors penser qu'il va se mettre en quête du trésor des Garamantes, mais pas du tout. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Conrad Kilian est tombé amoureux du désert. Le soir, il est émerveillé par la voûte céleste que l'on peut pleinement contempler. L'aridité des lieux ne lui fait pas peur, il la trouve même belle. De plus, en prélevant des morceaux de roche et divers minéraux, il s'est rendu compte d'une chose. En ces lieux majestueux, il y a peut-être un bien plus grand trésor à découvrir. Vous l'avez deviné, il s'agit de pétrole. Pourtant, les plus grands experts français sont formels. La présence de pétrole est impossible. Mais Conrad n'en a cure de l'avis de ces pseudo-experts. Il a prélevé des schistes imprégnés de matière organique. Or, ces schistes recouvrent généralement des nappes de pétrole. Avec son fidèle guide, il va parcourir ainsi le Sahara pendant près d'une année, notant scrupuleusement les endroits précis où se trouvent les potentiels gisements pétroliers. Même s'il n'a pu embrasser une carrière dans la marine, l'utilisation du compas et des cartes n'a aucun secret pour lui. Il consigne toutes ces données dans un carnet de notes. Seulement, dans le désert, il n'y a pas que la chaleur intense à affronter. Il y a aussi les terribles tribus Touaregs. Ces mêmes tribus qui avaient massacré 30 ans plus tôt les hommes du colonel Flatters. Ça ne manque pas. Il tombe sur un clan Touareg qui ne semble pas des plus commodes. Il est dirigé par le dangereux et impitoyable Boubaker, dont on raconte que c'est lui qui extermina l'expédition de Flatters. Et pourtant, Conrad s'en sort à merveille en plaisantant avec le chef. Il a fait l'effort d'apprendre l'arabe auprès de son guide. Le chef du clan estime que c'est une marque de respect de la part d'un blanc-bec.
Quand Boubacar lui dit qu'il risque sa vie en n'osant fouler ces terres, Conrad répond qu'il ne vient pas en conquérant, mais pour apprendre à mieux connaître le désert. Cela amuse d'ailleurs beaucoup le chef de la tribu de savoir que le jeune homme collectionne les cailloux du désert. Il doit se dire que le type est complètement cinglé. C'est vrai, venir de l'autre côté de la terre pour prendre des cailloux, il y a de quoi faire sourire. Il a donc la bénédiction du chef tribal pour parcourir ces terres. Il passe même la consigne aux autres chefs. N'ayez crainte si vous voyez un blanc, un roumi, en plein désert. Il ne fait que ramasser des cailloux. De fil en aiguille, il se retrouve en plein massif montagneux du Hogar, l'endroit même où est censé se trouver le trésor des guerriers Garamantes. Ces derniers l'avaient caché ici pour que les envahisseurs arabes ne leur prennent pas. Mais Conrad va découvrir un bien plus beau trésor, la princesse Zara, suzeraine des Touaregs du Hogar. Sans s'en rendre compte, il est le premier explorateur à entrer dans la cité interdite. La princesse Zara le reçoit et elle est subjuguée par le charme du jeune homme. La réciproque est de mise car Conrad est ébloui par la beauté de la noble Touareg. Seulement, un problème de taille empêche tout batifolage. Conrad est rapidement terrassé par une crise d'appendicite. Pendant plusieurs jours, les femmes Touareg le soigneront et le sauveront d'une mort qui s'annonçait certaine. Conrad en est persuadé. C'est son destin qui l'a conduit jusqu'ici. Après une convalescence où il fut chouchouté, il reprend la route vers la France pour se soigner complètement. Il a parcouru à dos de chameau plus de 5000 kilomètres. Il est temps d'annoncer ses découvertes au peuple français. Pour ce faire, il rédige ses observations sous le titre « Aperçu général de la structure des massifs des Hadjers ». Puis il publie un livre au Hogar, mission 1922. La communauté scientifique est stupéfaite par ce relevé géographique, mais aussi géologique. Les experts qui pensaient tout savoir de la géologie du Sahara n'en reviennent pas. Ce gringalet chétif remet à plat toutes les théories sur le sujet. Toutefois, il se garde bien de dire où se trouvent précisément les potentiels gisements pétroliers. Cela, il le réserve au gouvernement français. En 1922, il écrit cette prophétie « Je vois sous cet immense linceul de sable des millions de barils de pétrole. » Pour être franc avec vous, le gouvernement français s'en contrefiche. Aller planter des puits de pétrole en plein Sahara est une expédition bien trop coûteuse et surtout sans garantie de succès. Conrad est furieux. On le considère comme un farfelu alors qu'il apporte sur un plateau d'argent de quoi faire la fortune de la France. C'est d'autant plus surprenant que l'État français s'est rendu compte, avec la mécanisation de son armée lors de la guerre 14-18, que le pétrole est désormais une ressource capitale en cas de conflit. Il ne comprend pas le manque d'engouement de la France qui préfère acheter son pétrole aux Américains. Même s'il ne reçoit pas une fin de non-recevoir, il est peiné par le manque d'enthousiasme. Comme Conrad est très susceptible, il s'emporte très facilement. Il remet même en main propre des lettres d'insultes aux fonctionnaires et aux chercheurs qui mettent en doute ses découvertes. Il se braque avec beaucoup de monde car c'est avant tout un patriote. La France est assise sur un trésor, sur des richesses incommensurables, et elle s'en moque. Donc ça l'énerve. Les politiques français sont vraiment des bras cassés. Preuve à l'appui, il fait état des schistes à graptolite qu'il a trouvés. Ces derniers démontrent qu'il existe un plancton fossile important et donc des matières organiques considérables qui ont donné naissance au pétrole. De plus, les reliefs du Sahara, où il pressent du pétrole, sont similaires aux reliefs du Texas, où on a aussi trouvé du pétrole. Qu'est-ce qu'il leur faut de plus comme preuve? Il s'est cassé le cul à trimballer tous ces minéraux et fossiles sur des milliers de kilomètres, et ça ne suffit pas. Il enrage de voir autant d'incompétents. Alors qu'il n'a que 23 ans, Conrad Killian se révèle être un géologue de génie. Certains de ses amis le surnomment affectueusement le sourcier du désert. Il avait décelé avant tout le monde qu'on pouvait trouver des traces du glaciaire datant du primaire dans le massif du Hogar.
Il en est même intimement convaincu, il y a des milliers d'années, le Sahara était une gigantesque forêt qui fut recouverte de glaciers. Toutes ces matières en décomposition se sont ensuite transformées en pétrole. Il n'a qu'une idée en tête, organiser sa propre expédition. Malheureusement, son père décède le 30 septembre 1925. C'est pour Conrad un drame. Il perd également son mentor et celui qui croyait le plus en ses recherches. Sa mère lui remet sa part d'héritage pour qu'il puisse financer ses prospections. Comme il a tellement insisté auprès du gouvernement, on le nomme chargé de mission pour l'Institut de France, le ministère de l'Instruction et le ministère des Colonies. Il peut également bénéficier d'un soutien des militaires sur place. Une fois sur place, il part explorer le Ténéré. Le 3 décembre 1926, il part de Tougourt en direction de Tamanrasset. Arrivé dans le massif de l'Atakor, toujours dans le Hogar, il tombe sur une nouvelle princesse touareg, cette fois nommée Aïcha. Alors, cela pourrait surprendre beaucoup de monde de constater que des femmes sont chefs de clan en plein territoire musulman. Il faut nuancer tout cela car les Berbères ne parlent pas l'arabe, ils parlent le berbère avant tout. Avant l'arrivée de l'islam, les Berbères étaient un peuple implanté, comme je l'ai dit précédemment, de l'océan Atlantique à l'oasis de Siva en Égypte et de la mer Méditerranée au fleuve Niger en Afrique de l'Ouest. Les Garamantes, comme on les appelait autrefois, ou les Numides dans Astérix, sont des peuples fiers et libres qui ne se plient guère à une autorité centrale. Ils ont leurs propres lois et gèrent eux-mêmes les affaires du désert. Les forces françaises, lors de la colonisation de l'Algérie, évitaient de s'aventurer dans le Sahara et encore moins de vouloir les soumettre aux lois françaises. Même si la majorité des Berbères se sont convertis à l'islam, ils ont conservé des traditions et des coutumes ancestrales. La présence de reines dans ces tribus n'est donc pas une surprise, au grand bonheur de Conrad, qui va s'amouracher de la belle Berbère. Cette dernière lui remettra même de l'or et des pierres précieuses pour qu'il poursuive son expédition. Quel coquin ce Conrad! Précisons tout de même qu'il est fiancé à une jeune et belle Française nommée Corinne. Ouais, et ça depuis son retour des tranchées. Et Corinne, elle l'attend patiemment au pays. Bah ouais, elle se dit, mon Conrad il est parti explorer le Ténéré, mais il va me revenir. Mais que voulez-vous? En plein désert, il est difficile de résister au charme du Sahara. Il suffit de lire la description faite d'une légendaire reine berbère, Tin Inan, pour s'en convaincre. Une femme d'une beauté irrésistible, grande, au visage sans défaut, au teint lumineux, aux yeux immenses et ardents, au nez fin, l'ensemble évoquant à la fois la beauté et l'autorité. Bref, si Aïcha a hérité des traits de cette illustre reine, on comprend que le jeune Conrad éprouve les pires difficultés à résister. Heureusement pour lui, Zara, l'autre princesse, est de l'autre côté du massif du Hogar. Il ne risque pas d'assister à un crépage de chignons. Avant de partir, Aïcha lui offre 2 cadeaux précieux, un guide nommé El-Bachir, qui connaît parfaitement la région, ainsi qu'un guerrier pour les escorter et faciliter la traversée de territoires occupés par d'autres clans. Ultime cadeau que lui fait Aïcha, elle lui brode un fanion, comme si c'était un preux chevalier du temps des croisades. Sur le fanion, elle brode sa devise, avec Kilian, toujours vaillant. El-Bachir devient une sorte d'écuyer banneré et portera le fanion au bout de sa lance. Dire qu'Aïcha est folle de cet homme, de ce roumi, c'est peu dire. Et devinez quelle est la prochaine destination de Conrad? Chez Zara, voyons, enfin. En effet, notre tombeur du désert reprend sa route en direction de l'oasis de la belle Zara. Cette dernière ne veut pas le voir partir, elle estime que la traversée du désert est trop risquée et elle ne veut pas pleurer sa mort. Constatant son impuissance à le convaincre, elle lui offre son meilleur guide, Rama. Même s'il n'a jamais parcouru les profondeurs du Ténéré, il connaît tous les recoins du désert et notamment les points d'eau.
Après cette escale amoureuse, une de plus, dirons-nous, il reprend sa route vers le Fezzan, une région encore plus difficile où aucun étranger n'a jamais mis les pieds. Début février 1928, Kilian gagne Tamanrasset. Il envisage de traverser le Ténéré d'ouest en est dans le désert absolu, sans puits ni pâturage, sur un terrain très accidenté et longeant de dangereux ravins. La caravane parvient à Tummo. Le convoi s'enfonce de plus en plus dans le désert. La chaleur est accablante et les vivres commencent à diminuer. Le pire, vous vous en doutez, c'est l'eau. Les réserves sont presque vides. Il faut absolument trouver un point d'eau. Le guide, Rama, a peur et conseille à la troupe de faire demi-tour. Mais Conrad s'obstine. Il faut persévérer et trouver le fameux point d'eau. Rama va commencer à s'énerver et de fil en aiguille, il veut entraîner avec lui une partie des hommes. Le ton monte et Conrad dégaine son arme. Zara t'a donné à moi pour me guider dans le désert. Soit je te tue tout de suite, soit elle te tuera en apprenant que tu nous as abandonnés dans le désert. Rama se ravise et la troupe se remet en marche. À bout de souffle, complètement exténués et assoiffés, ils trouveront le puits. Malheureusement, celui-ci est à sec et complètement ensablé. Il n'y a plus d'eau. Rama et El-Bachir vont proposer une solution radicale, tuer un chameau et puiser dans sa réserve liquide. Seulement, même si les chameaux ont effectivement une réserve naturelle, le liquide qui en sort est d'une puanteur extrême. Et surtout, il est toxique pour l'homme. Bien des explorateurs en sont morts. Ils devront le faire bouillir. Après avoir abattu le chameau le moins robuste, ils procéderont à l'extraction du liquide. Ils récolteront ainsi une dizaine de litres d'eau, une eau que personne n'oserait boire tant son goût est infect. Mais quand t'as pas le choix, tu mets de côté ta sensibilité gustative. Ces malheureux 10 litres d'eau leur permettent tout de même de poursuivre leur chemin vers un autre puits, situé à plus de 80 km. Cette fois, celui-ci est intact. Les hommes et les bêtes peuvent se ressourcer pleinement. La caravane poursuit inlassablement son chemin, et là, incroyable surprise, Conrad découvre des traces laissées il y a plus de 4000 ans par les chars des Garamantes. Les pas des hommes et les roues des chars sont fossilisés. Il fait également une découverte sensationnelle. Au cœur d'un labyrinthe de grottes dont certaines comportent des peintures rupestres, il découvre une émeraude taillée par la main de l'homme. Conrad, par le plus grand des hasards, a retrouvé l'antique royaume des Garamantes. Il ne trouvera pas le fameux trésor, mais une si belle émeraude, c'est déjà pas si mal. Comme il est tout de même en mission pour la France, il étudie une rectification de frontières qui est bien évidemment favorable à la France. En effet, le Fezzan est découpé en deux. D'un côté, la partie algérienne et de l'autre, la partie libyenne. Donc, si on prend en considération le contexte colonial, le Fezzan est partagé entre la France et l'Italie, puissance occupante depuis 1912. Et là, notre ami Conrad se retrouve en plein Game of Thrones. Il déclare aux autorités italiennes prendre possession de la région et de sa capitale au nom de la France. Si, regardez bien la carte, messieurs. Vous êtes chez nous, bande de vils chapardeurs italiens. Or, ces terres n'ont jamais été explorées par personne. En tant qu'explorateur souverain, et selon le décret de Napoléon Bonaparte, toute terre nouvelle découverte par un explorateur peut être revendiquée au nom de son pays. Sur mon atlas, personne n'a répertorié cette chaîne de monts. C'est la preuve que personne ne l'a trouvée. Donc je revendique au nom de la France la découverte de ce territoire vierge de toute présence humaine. D'ailleurs, j'ai nommé cette chaîne les monts Doumergue, du nom de notre vénéré président de la République. Les Italiens sont perplexes et se demandent d'où sort ce type complètement fou, mais promettent d'en parler à leurs supérieurs. Dès lors, Conrad Kilian signera toutes ses lettres avec la mention « explorateur souverain ». Il s'était attaché à ce titre venu des vestiges du passé, à une époque où Napoléon Ier conférait ce titre aux explorateurs qui l'accompagnaient lors de la campagne d'Égypte. Le sultan de Mourzouk a écho de ce litige et il se frotte les mains.
Dans le plus grand secret, il s'apprête à se rebeller contre l'Italie, avec 10 000 guerriers touaregs. Il invite donc en grande pompe le jeune Français, pensant qu'il a derrière lui toute une armée française prête à agir. Il lui propose de s'installer avec lui et de profiter de son hospitalité. « Est-ce que tu veux des femmes ? J'en ai 12 à te proposer. »« Non merci, monsieur. Là, ça commence à faire beaucoup. » Accessoirement, le sultan propose un pacte aux Français, celui de devenir le seigneur du Fezzan, une fois les Italiens boutés hors du désert. Kilian refuse, il est venu en explorateur et non en guerrier contre l'Italie. Le sultan comprend et lui propose de rester sur place quelque temps. Il profite de sa présence pour réunir une solide documentation sur l'ensemble du problème frontalier. Mais il est temps de repartir. Depuis 3 ans, 3 ans déjà, il explore le désert et les 70 000 francs de son héritage ne sont plus qu'un lointain souvenir. Il est fauché comme les blés. Même si la belle Berbère lui a donné de l'or et des pierres précieuses, tout est parti dans la solde de ses hommes et dans le ravitaillement. Kilian revient à Janet. Alors pas Janet Jackson, non, Janet la ville. Puis à Ouargla, où se trouve une caserne militaire française. Il envoie en éclaireur son écuyer banneré, El Bachir, avec une mission de premier ordre. Demander au commandant que les honneurs lui soient rendus à son arrivée et que l'on tire 21 coups de canon. Après tout, c'est un explorateur souverain et il vient d'agrandir le territoire de la France. Perplexe, le commandant en parle au gouverneur d'Ouargla, plus haute autorité française sur place. Le gouverneur éclate de rire. Non mais je rêve. C'est qui ce comique ? Accueillez-le comme il se doit, mais sans le moindre honneur. El Bachir retourne vers la caravane et apprend la nouvelle à son explorateur souverain. Ce dernier, vexé du manque de considération, répondra une fois sur place de la plus humiliante des manières. Quand le gouverneur se présentera à lui, Conrad fera tourner son chameau de telle sorte qu'il présente ses fesses au gouverneur. Un partout, balle au centre. Renseignement pris, le gouverneur comprendra qu'il a peut-être commis un impair. Même s'il est vieux comme l'Empire, le décret de Napoléon Ier n'a jamais été abrogé. Un explorateur qui découvre une terre inconnue peut la revendiquer au nom de la France et ainsi bénéficier du titre d'explorateur souverain. Il fera une lettre de recommandation au jeune Conrad et le félicitera devant les troupes. Profitant de son escale à Alger, il se dit que ça serait peut-être bien d'envoyer un télégramme à Bobonne, enfin à Corinne, sa fiancée. C'est vrai quoi, ça fait 3 ans qu'il ne lui a pas donné de nouvelles. Et un petit mot, ça fait toujours plaisir aux gonzesses. Ouais, elles aiment bien ça. En effet, c'est vraiment un petit mot puisqu'il lui télégraphie simplement « tendresse, Saïk ». Alors Saïk est le petit surnom affectueux que lui a donné Corinne. Donc il l'utilise toujours quand ils correspondent ensemble. Oui, alors je le concède, tendresse, c'est un petit peu court quand même, hein. Mais bon, faut pas déconner non plus, hein. Le télégraphe, c'est facturé au mot près, donc pas de fioriture. Il préviendra également sa famille et on lui retournera une drôle d'information. Corinne s'est mariée. Il est furieux, il enrage, sa fidèle Corinne l'a abandonné. Il est comme un lion en cage, complètement impuissant. Mais c'est ainsi, même s'il s'était juré un amour inconditionnel, le temps en a décidé autrement. Mais quelque part, voilà, son petit cœur à Conrad est brisé. Il va prendre aussi une autre nouvelle. La croix aurait été arrêtée. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Mais il y a quand même une autre annonce qui va l'anéantir. Il se murmure que le gouvernement français souhaite cartographier et borner précisément le Fezzan afin que les limites territoriales ne soient plus approximatives. Pire encore, pour s'attirer les bonnes grâces de Benito Mussolini, le nouvel homme fort de l'Italie, le ministre français Pierre Laval est prêt à concéder les terres françaises du Fezzan à l'Italie. On parle quand même de 100 000 km². Il retourne en France et demande en urgence une audience au président de la République, Gaston Doumergue. Ah oui, en plus, il lui a donné des monts. Donc, s'il lui a donné des monts, il peut au moins le recevoir. Mais nous sommes sous la Troisième République et le président de la République a surtout un pouvoir de représentation.
Ce n'est pas lui le patron, mais le président du conseil, c'est-à-dire le chef du gouvernement. Pierre Laval est très populaire. Il a même été élu quelques années plus tôt Man of the Year, l'homme de l'année par le magazine Times après une tournée triomphale aux États-Unis. Pour protester à son humble niveau, il écrit des articles sur sa conception de la frontière franco-libyenne, bien entendu favorable à la France. Les Italiens protestent et positionnent des troupes à Gate, situées à la limite de la frontière française. Et du côté de la France, on est un petit peu agacé par ce géologue. Le gouvernement français n'est pas solidaire de Konrad Kilian. Il maintient que l'on va concéder aux Italiens des richesses immenses, le sol regorge de pétrole. Le président de la République a changé. Maintenant, c'est désormais Raymond Poincaré qui occupe le poste. Conrad le rencontre et parvient à le convaincre. Le président Poincaré souhaite que Kilian soit désigné comme expert lors des négociations sur la fixation de la frontière libyenne avec les Italiens. Pierre Laval ne l'écoutera pas, tout comme les politiques de cette époque. Le 7 janvier 1935, Pierre Laval signe à Rome un traité avec Benito Mussolini. La France abandonne à l'Italie les territoires explorés et découverts par Kilian. Ce dernier est anéanti et totalement hors de lui. Il en veut à tous ces hommes politiques complètement incompétents. Alors pour le calmer, on lui donne des hochets. Ici la direction d'une exposition, là une légion d'honneur. On reconnaît ses travaux géologiques de tout premier ordre, mais pour le pétrole, on l'envoie balader. Pierre Laval a signé de beaux accords commerciaux avec les Américains. Ils contiennent de la livraison de pétrole. Alors on ne va pas se fâcher avec les Américains pour suivre un chercheur imbu de sa personne. Et concernant les Italiens, Pierre Laval, enfin stratège, pensait avoir renforcé les liens franco-italiens pour contrer la montée en puissance d'Adolf Hitler. Comme on le sait, cette concession sera inutile. Mussolini retournera sa veste pour rejoindre Hitler. Il ne faudra d'ailleurs pas attendre longtemps, Mussolini envahira l'Éthiopie et souhaitera conquérir de nouvelles terres africaines. Conrad est amer. Son insolence est devenue de l'arrogance et il insupporte tous les gratte-papier des ministères. On l'évite même. Il n'a jamais été désiré. Cette fois, il se sent rejeté. Et puis, il y a une blessure qui ne cicatrise pas. La belle Corinne. Il demande à la rencontrer. Son époux, un lieutenant-colonel, accepte de les laisser ensemble pour qu'ils s'expliquent. Il supplie Corinne de divorcer, de quitter cette vie rangée qui ne lui sied guère. Elle qui était si indépendante d'esprit dans sa jeunesse, la voici, femme docile, élevant ses 2 enfants pendant que son militaire de mari vit pleinement sa carrière. Il est prêt à accepter ses enfants et à ne plus partir dans le désert aussi longtemps. Mais Corinne ne cède sur rien. Elle a fait un serment de mariage devant Dieu et en fervente catholique, elle se doit de l'honorer. Conrad Kilian est un homme brisé. Tout le monde l'ignore. Cependant, en cette même année 1935, il y a tout de même du bon. À force de gonfler tout le monde avec son histoire de Sahara, il reçoit un mandat officiel. Dans le cadre de la délimitation territoriale signée par Laval et Mussolini, il est chargé par l'état-major de la défense nationale de reconnaître toute la zone frontière. Il retrouvera son fidèle guide, El-Bachir, l'écuyer banneré qui a toujours conservé le fanion de son chevalier Roumi. Il est heureux de retrouver son désert. Il revit loin de Paris. Un curieux événement va survenir. Il tombe sur un groupe de Touaregs qui entoure une femme. Cette dernière hurle de douleur. Dans un premier temps, il pense qu'ils sont en train de violer une femme. Ce qui le surprend car ce ne sont pas dans les habitudes des Touaregs. L'un d'entre eux se rapproche de la caravane de Kilian pour les informer qu'une femme va sans doute mourir dans l'accouchement de son enfant. En véritable chevalier servant, dès qu'il y a une femme en péril, il accourt. La jeune berbère en train de gémir à son enfant coincé. Conrad, ayant quelques notions médicales, utilise sa trousse de naturaliste pour pratiquer une césarienne. Il parvient à sauver la femme et l'enfant. Dans toutes les oasis du Ténéré, on chante les louanges de ce Roumi
qui parle berbère et qui est un véritable ami des Touaregs. Après plusieurs mois de reconnaissance, il rédige ses recommandations et retourne à son grand désespoir à Paris. Il serait bien resté sur place pour se consoler dans les bras de Zara ou d'Aïcha, mais avec une troupe militaire, on ne fait pas ce qu'on veut. Ce n'est pas lui qui commande. De retour à Paris, le général Catroux écoute les recommandations de Kilian et fait occuper le poste d'In Ezzane, la localité située au sud-est de Djanet, dernière ville française avant la frontière italienne. Ce positionnement est un contrepoids aux troupes italiennes qui se massent dans la région de Ghat. De leur côté, les natifs algériens et libyens s'exaspèrent de voir les puissances étrangères venir en nombre s'occuper de leurs affaires. Un sentiment anticolonial commence à se faire sentir de part et d'autre des frontières qui n'existent que dans l'imaginaire des Occidentaux. Le Sahara est un seul et même territoire que se partagent les clans Touaregs. À Paris, rien ne va plus pour Conrad qui est submergé par la mélancolie. Le désert lui manque. Il va même sombrer dans une douce paranoïa après avoir été cambriolé dans son petit appartement. C'est certain, on tente de lui voler ses cartes au trésor qu'il conserve précieusement. Heureusement, les voleurs n'ont pas trouvé le tiroir secret de son bureau. Par précaution, il cachera ses carnets et ses plans chez l'un de ses plus fidèles amis, Pierre Leyden. Mais le mal est fait. Il est persuadé que des forces obscures tentent de lui subtiliser ses découvertes. Il ne travaille guère plus et va se faire entretenir par une femme, la comtesse de Cargouet, veuve et bien plus âgée que lui. Elle lui permettra de rencontrer les personnes les plus influentes de Paris. Elle l'amènera dans des soirées mondaines et sera même sa secrétaire particulière, lui tapant à la machine ses rapports et ses courriers. La comtesse l'aime, mais il n'y a pas de réciprocité. Il est toujours amoureux de sa Corinne, qui de son côté ne déviera jamais de son vœu marital. Avec le temps, les gens se lassent de ses exploits au Sahara. Si au départ il subjuguait son auditoire avec ses incroyables histoires, le temps n'est plus à la fête. Les bottes des nazis retentissent dans toute l'Europe. Ça sent la poudre à plein nez. La guerre éclate et Conrad est appelé de nouveau sous les drapeaux. Son frère Robert a été successivement nommé capitaine de corvette, puis de frégate et enfin de vaisseau. Récipiendaire de la Légion d'honneur au rang de chevalier, il a progressé au sein des autorités françaises et c'est devenu un chef dont la réputation n'est plus à démontrer et qui a le respect de ses hommes. Mais bon, pas de bol, Conrad n'intègre pas la marine. Non, Conrad se retrouve dans l'artillerie et défend la position française dans la petite ville du Quesnoy, située à 70 km de Lille. Le Quesnoy est une place forte où il y a encore les remparts de Vauban, une position idéale pour l'artillerie. Face au Panzer allemand, son unité résistera farouchement pendant 3 jours. Ils auront stoppé net la fulgurante progression allemande. Cependant, ils sont encerclés et le bataillon français est contraint de capituler. C'est une drôle de guerre. L'armée française est en débâcle, balayée par la puissance motorisée des nazis. Son frère Robert lui fait part des redoutables sous-marins allemands qui vont exercer un blocus pour empêcher les approvisionnements américains. Cette situation désastreuse renforce sa conviction dans le pétrole. La France doit avoir son indépendance énergétique et ne plus dépendre des Américains. Bon sang de bonsoir, si seulement on l'avait écouté. Depuis 1922, il crie haut et fort, où trouver du pétrole 100% français. Et tout le monde s'en fout. La donne de la guerre aurait changé avec de telles richesses. L'armée française se serait modernisée. D'ailleurs, toute la France et toutes les colonies françaises auraient profité de cette fortune venue des entrailles du sol algérien. La France serait devenue une superpuissance, vendant son pétrole au monde entier. Mais c'est trop tard. La France a perdu la guerre. Il est libéré par les Allemands et accepte la mission du gouvernement de Vichy, rejoindre Alger à l'Institut de géologie. Sa mission est toute simple, il faut trouver des métaux. Le 8 novembre 1942, c'est l'opération Torche. Les Alliés décident de débarquer en Afrique du Nord. Les forces en présence
sont surtout françaises. Les Alliés pensent que l'État français, encore maître de son empire colonial, va se retourner contre les nazis. Et finalement, c'est l'inverse qui se produit. Les Français accueilleront les Américains, les Britanniques, à coups de canon au Maroc et laisseront progresser les nazis du côté de la Tunisie. Heureusement, la résistance française facilitera les choses en neutralisant de nombreuses casernes et en arrêtant des hauts gradés. 3 débarquements auront lieu, un sur les côtes marocaines et 2 sur les côtes algériennes. Le carnage est évité. L'armée d'Afrique était très puissante, avec plus de 60 000 soldats français et 40 000 supplétifs maghrébins. Elle avait les moyens de résister à l'invasion alliée, forte de 120 000 hommes. Au final, il n'y eut de part et d'autre que 2000 morts, un bilan qui aurait pu être beaucoup plus lourd sans l'aide de la résistance. Cela change la donne pour Konrad Kilian qui assiste à un renversement de situation. Hitler et ses alliés italiens envahissent la zone libre de la métropole et l'Algérie passe sous le commandement de la résistance. Konrad y voit une opportunité, celle de servir la bonne cause, celle qu'il défend depuis toujours. À Alger, il retrouve un ami d'enfance devenu général, Roger Testard. Celui-ci croit sur parole les thèses de son ami et lui conseille de faire des rapports. Encore et toujours des rapports et de les envoyer aux dirigeants politiques. Cela finira bien par aboutir un jour. Mais pour l'instant, l'urgence, ce sont les minerais. Il trouve des gisements d'étain et du wolfram dont on tire le tungstène en 1943. Cela sera bien évidemment très utile pour aider les militaires. On vous l'a déjà dit, ce type est un génie des sols. Un jour, il surprend une activité illégale. Des personnes pillent les gisements de wolfram et les emportent à dos de chameau vers le Nigeria, alors colonie anglaise. Et les Anglais, c'est des alliés. La mine illégale sera donc fermée par les autorités françaises. Konrad Kilian est convaincu que les Alliés profitent allègrement de la situation et il va s'en rendre compte. Depuis le renversement d'Alger par la résistance, les Alliés pullulent en ville. Ils sont à leur aise et cette période très instable politiquement est une aubaine pour les hommes d'affaires aventureux et les espions. En effet, en 1943, 3 grandes puissances vont commencer à déstabiliser les relations entre les Français et les Algériens. La Grande-Bretagne, les États-Unis et l'URSS. Ces 3 grandes puissances vont ouvrir des officines de propagande pour, ouvrez les guillemets, la liberté, l'indépendance et la démocratie en Algérie. Fermez les guillemets. Les amis, là encore entre guillemets, de la France prennent sournoisement le relais d'une déstabilisation de l'Algérie qui avait débuté avec le régime nazi. En effet, les Allemands finançaient et armaient dès 1941 des nationalistes algériens. Ces grandes puissances n'en ont rien à secouer du sort des Algériens, on peut se le dire, hein. Ce qui les intéresse, c'est le pétrole et le gaz. Konrad, qui connaît l'Algérie et l'aime plus que de raison, constate qu'elle est en proie à de multiples manipulations. Lui-même est d'ailleurs constamment invité au restaurant par des Anglais ou des Américains qui font mine de s'intéresser à ses études géologiques. Très rapidement, il comprend qu'il y a même une rivalité entre les Américains et les Anglais pour le conquérir. Konrad est courtisé, et si au départ ça l'amuse, cela va finir par l'agacer. Que veulent-ils? Vous vous en doutez, ils veulent connaître la localisation des gisements de pétrole. Contrairement aux Français, les Anglais et les Américains le prennent au sérieux et lui offrent un pont d'or. Locaux, matériel de prospection, véhicules, personnel, intéressement sur la production. Il prend alors conscience que ces découvertes lui permettraient de toucher ce qu'on appelle des royalties. Je ne vous le cache pas, si j'avais été à sa place, j'aurais accepté. Il a joué à fond la carte de la préférence nationale et tous les responsables français l'ont pris pour une quiche, Lorraine de préférence. Mais Kilian n'est pas comme moi. C'est un véritable patriote jusqu'au plus profond de son être. Son pétrole,
C'est pour la France et l'Algérie et pour personne d'autre. Il signe une fin de non-recevoir à ses différents interlocuteurs. Toujours sous mandat officiel, il se rend à Tamanrasset. Lors d'une escale, son guide est abattu de 2 balles. C'est un drame. Au-delà de la douleur de perdre un proche collaborateur, il n'a aucune explication rationnelle à cet assassinat. C'est incompréhensible. De plus, son nouveau guide, tombé providentiellement du ciel, ne lui inspire guère confiance. Avec raison, car Conrad Killian sera empoisonné au Borbor, un puissant poison berbère. Il ne peut pas en être autrement. Seul le guide avait accès à sa tente. Il sera rapatrié dans l'urgence à Alger, dans un état lamentable, où il mettra de longues semaines à se rétablir. Le poison a été mal dosé. Il n'a pas été mortel, mais il est sérieusement handicapant. Le Borbor est un poison touareg destiné à mettre une personne sous sa dépendance. La victime n'a plus de raisonnement logique et vous livre ses secrets les plus intimes. En Afrique, il est parfois utilisé comme filtre d'amour. Le guide voulait sans doute lui soutirer l'emplacement des plans ou de son carnet de notes. Mais le mauvais dosage a eu comme effet de tordre de douleur le pauvre Killian. L'escorte militaire s'en est rendu compte et s'est occupée du malade avec un rapatriement à Alger. Si sa jeunesse lui a permis d'éviter la mort, elle a eu un effet pervers, renforcer sa paranoïa naissante. Cette fois, il n'y a plus de doute permis, des puissances étrangères sont à l'œuvre pour lui soutirer les emplacements des gisements. Plus grave, si elles n'y parviennent pas, il risque de mourir pour que la France ne puisse en profiter. Bien malgré lui, il croit se retrouver au centre d'un jeu morbide entre les puissances coloniales. Il va tout de même avoir une lueur d'espoir, le général Leclerc. En effet, sous les ordres de De Gaulle, le général Leclerc lance le 22 décembre 1942 une offensive sur le Fezzan et conduit sa colonie, forte de 4000 Africains et de 600 Européens. Sa troupe arrive à Séba le 12 janvier, à Mourzouk le 13 et à Tripoli le 25 janvier. C'est un succès éclatant. Le Fezzan est désormais conquis par la France. Conrad écrit au général de Gaulle que le Fezzan ne doit pas être restitué lors de la signature d'éventuels traités, car cela ne fait aucun doute. Fin 1943, la victoire n'est plus qu'une question de mois. Les nazis se sont heurtés à la résistance russe et perdent du terrain sur de nombreux fronts. Cependant, le général de Gaulle ne lui répondra pas. Conrad Killian ne désespère pas et retourne en France. Il va faire comme ça de nombreux allers-retours entre Paris et Alger pour démontrer que l'Algérie, et plus particulièrement le Sahara, sont l'avenir de la France et que le Fezzan, c'est le joyau de la couronne. Il ne faut pas l'abandonner. Il produit de nombreux rapports qui terminent tous dans les oubliettes de l'administration. Il est fatigué. Depuis 1922, il clame à tout le monde qu'il sait où puiser le pétrole, comment l'acheminer jusqu'en France. Ah oui, parce qu'il a même fait des plans avec des pipelines et tout. Ah, tout est fait, tout est prêt. Bref, le sourcier du désert a mâché le travail à tout le monde. Il ne manque qu'une seule petite chose, une volonté politique. Son ami de toujours, et également son plus fidèle soutien, le général Testard, meurt dans un accident d'avion en mars 1945. Ce même Roger Testard, à la base inspecteur dans l'aviation, meurt dans un crash d'avion. C'est trop gros pour y croire. Il y a forcément une intervention extérieure. Roger vérifiait toujours l'état de l'appareil avant de prendre un vol, surtout dans ces climats où le sable aime tracasser les mécaniques. Conrad en est convaincu, c'est lié au fait qu'il connaissait les nombreux secrets de Conrad et qu'il militait activement en sa faveur. Nous sommes donc en 1945 et aucune personnalité politique ne semble le prendre au sérieux. Enfin si, un seul, le général Leclerc. Ce dernier connaît le secteur du Fezzan par cœur et il est persuadé par les propos de Killian. Les Anglais occupent déjà une bonne partie de la Libye et ils sont en train de remonter petit à petit. Il est primordial de ne pas leur céder davantage de territoire. Le général Leclerc va le soutenir, mais il faut absolument que De Gaulle valide le projet d'exploitation et qu'il verrouille le Fezzan. En guise de soutien fort, le général Leclerc envoie tout de même un navire de guerre à Marsa el Brega, en Libye, afin de sécuriser les lieux et marquer la présence française. C'est en effet par ce port libyen que Conrad compte faire transiter l'or noir.
Comme vous le savez, l'année 1945 est marquée par de forts enjeux géostratégiques. En février 1945, le président américain Roosevelt est de passage à Alger. Il sait que la victoire est proche et prépare déjà l'après-guerre. Il rencontre Ferhat Abbas, un nationaliste algérien, et l'assure du soutien financier des États-Unis. De leur côté, les Anglais organisent des manifestations hostiles à la France dans toute l'Afrique du Nord, mais aussi dans les autres colonies françaises. Conrad Killian voit clair, et pour lui cela ne fait aucun doute. Les grandes manœuvres politiques orchestrées par les Anglais et les Américains ne visent qu'un seul objectif: exploiter le pétrole algérien. À force de réclamer audience auprès du général de Gaulle, il est reçu le 17 janvier 1946. Mais le général est distant. Il l'écoute d'une oreille hyper lointaine. Lui aussi semble blasé, lassé des histoires politico-politiques françaises. Il quittera le pouvoir 3 jours plus tard, le 20 janvier 1946. Quand t'as pas de bol, t'as pas de bol. Retour à la case départ. Toutefois, le général Leclerc ne lâche pas l'affaire et insiste auprès de l'administration pour que des études sérieuses soient enfin menées et qu'elles soient chiffrées, non d'une pipe. Le 28 novembre 1947, son avion s'écrase à Béchar, en Algérie. Officiellement, cet accident est lié à une tempête de sable, mais il y a une anomalie qui saute aux yeux. Le vol comptait 12 passagers, or on retrouve 13 cadavres dans la carcasse de l'avion. Mais qui était le mystérieux 13e passager? On ne le saura jamais. Quand il apprend cette information, Conrad est chez son amie, la comtesse de Cargouet. Il s'écrie « Je suis foutu !» Il est persuadé que les Anglais sont derrière cette opération. Ils occupent une bonne partie de la Libye et veulent en contrôler les ressources en pétrole situées dans le Fezzan. Conrad pense que ses jours sont comptés. Mais ce drame réveille certaines consciences. Un consortium franco-américain se manifeste et envisage d'exploiter le pétrole, mais cela ne fonctionnera pas pour des raisons économiques. Pourtant, Conrad avait renoncé à ses royalties. Il était prêt à tout pour que ce projet réussisse. En 1949, le gouvernement canadien se rapproche de la France. Le Canada est prêt à éponger une dette française de 49 milliards de dollars canadiens en échange d'une association sur le projet de Conrad Killian. Celui qui doit trancher se nomme Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères. Il ne répondra pas à la proposition canadienne. Germaine Peyrolle, vice-présidente de l'Assemblée nationale et prévenue par Conrad, interpelle le ministre. Il lui répond simplement « Je vous en prie, ne vous occupez plus de cela. Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. » Conrad Killian est sidéré. Il alerte les journalistes, essaye de faire du ramdam. Pourquoi la France veut-elle abandonner le Fezzan? Le problème, c'est qu'il devient gênant, le père Conrad. Il est suivi par des agents secrets. Il en est convaincu, il est observé en permanence. Certains le pensent paranoïaque, mais d'autres le croient. Jean Mallory, l'un de ses amis, témoignera que des personnes bizarres suivaient Conrad dans les bars et les restaurants qu'il fréquentait. Malheureusement, la vie se charge d'user davantage Conrad. Il n'a plus d'argent et vit dans un modeste appartement. Il ne se rase plus, ne fait plus attention à son allure, ni à son hygiène de vie. Il a tout abandonné pour la France. Sa fiancée, son magnifique désert et les déesses des sables qui y vivent, sa fortune. Il ne lui reste plus que sa crédibilité de chercheur. Mais celle-ci s'effiloche au même rythme que ses vêtements. Quand il débarque dans les administrations, on le prend parfois pour un clochard, tellement son image contraste avec celle qu'il affichait avant la guerre. Le grand et beau jeune homme est devenu voûté, mal habillé, mal fagoté. Il ressasse sans cesse la même chose et cela devient obsessionnel. Alors ses amis l'écoutent par politesse, mais les autres l'envoient paître ailleurs. La France a cassé cet homme. Il voulait pour son pays d'incroyables richesses et une industrialisation de l'Algérie qu'il aimait tant. Il voulait que son pays d'adoption bénéficie lui aussi de ce trésor inestimable venu des tréfonds du sol et que les natifs algériens, qu'ils soient chrétiens, juifs ou musulmans, vivent la modernisation du monde au même rythme que les grandes capitales occidentales. Mais la France ne voulait pas de ce cadeau. Le jeu de mots est facile.
Cela fait 28 ans qu'il prêche dans le désert. 28 ans qu'il sait où se trouve le pétrole. Il a envie de repartir pour le Sahara et de s'y installer définitivement. Mais ses amis lui déconseillent de faire cela. Tu te feras buter dans le désert. Et hop, ni vu ni connu, on te mettra sous le sable. Tu devrais plutôt aller voir ta famille à Grenoble. Tu te ressourceras là-bas. Et Conrad écoute ses conseils. Il va retourner sur ses terres natales. Son ami, le professeur James Alwato, le conduit à la gare de Lyon. Avant le départ, ils boivent un verre ensemble. Avec le plus grand sérieux, Conrad dit à son ami « Si jamais vous apprenez mon suicide, dites-vous bien que ce sera faux. Je ne me suiciderai jamais. Vous savez, ils mourront. Vous comprenez? Le poison, c'est si facile. » Il remet au professeur une copie de ses rapports. Arrivé à Grenoble, il prend une petite pension dans un hôtel et continue ses travaux à la bibliothèque de la ville. Il sympathise avec les patrons de l'hôtel. Madame ne manque pas de lui offrir un savon, mais bon, Conrad ne l'utilise pas beaucoup. Il se laisse aller de plus en plus. Il n'y a plus que ses études qui comptent. Un jour, il a l'impression d'être suivi. Lors du repas à l'hôtel, il dit au serveur que le couteau qu'on lui a donné pour le repas ne coupe pas suffisamment. C'est un prétexte. Il va le conserver comme une arme de poing, car il a l'impression qu'on va tenter un coup contre lui. Le lendemain, le 29 avril 1950, la femme de ménage toque à sa porte. Mais Conrad ne répond pas. Après avoir insisté plusieurs fois, elle utilise son double pour ouvrir la chambre. Et là, c'est une scène d'horreur. Conrad est mort, le torse nu, tailladé de coups de couteau et pendu à la poignée de sa fenêtre de chambre. La police est immédiatement appelée. Le commissaire vient en personne et fera une étrange déclaration. C'est la première fois que je vois un pendu qui a les yeux fermés. Autre surprise pour le commissaire, la victime a des coups de couteau sur le torse, mais c'est aussi tailladé les poignets. Le commissaire est perplexe. Un type qui mesure près d'1,80 m ne se pend pas à une espagnolette de fenêtre située à 1,20 m du sol. Enfin, on ne se taillade pas les veines avec un couteau de restaurant quand on a un rasoir dans la salle de bain. La lame du rasoir aurait été bien plus efficace qu'un couteau. Pourtant, on trouve une lettre d'adieu, curieusement adressée à Corinne, sa fiancée. Mais à l'inverse des autres lettres, elle n'est pas signée par le petit nom qu'elle lui avait donné, Saïk, et qu'il utilisait dans chacune de ses correspondances. Un peu plus tard, un de ses amis, avocat, Maître Ferrer, vient déposer au commissariat la déclaration que lui aurait faite Conrad. On parlera de mon suicide, n'en croyez rien. Cela fait quand même 2 personnes qui disent la même chose. Enfin, quand Alain Decaux racontera l'histoire à la télévision française, il fera part de l'appel de Jean Mallory, ami de Conrad, la veille du tournage de l'émission. Celui-ci lui rapporta les dernières paroles de Conrad Killian. Si vous apprenez que je suis mort de mort violente, sachez que cela sera du fait d'un groupe pétrolier étranger. L'histoire lui donnera raison, le Fezzan sera abandonné au profit des Anglais en 1953. Aujourd'hui, les réserves de pétrole en Libye sont les plus importantes d'Afrique, avec 41,5 milliards de barils. Exxon, Mobil, Texas Gulf, BP et Shell seront les premiers à exploiter le pétrole libyen. Avec l'arrivée de Kadhafi, les Français Elf et Schlumberger entreront en jeu dans l'exploitation des gisements. Depuis la chute de Kadhafi, le français Total, l'italien Eni et le russe Rosneft sont également entrés en piste pour exploiter l'or noir libyen, en plus de tous les autres cités précédemment et qui sont restés sur place, comme vous vous en doutez. Et pour l'Algérie, le secteur de l'énergie occupe une place énorme dans l'économie de l'Algérie. Le pétrole et le gaz à eux seuls représentent 60% des recettes du budget de l'État et 98% des recettes d'exportation. L'Algérie est le 17e producteur de pétrole, le 10e producteur de gaz naturel et le 7e exportateur de gaz naturel au monde. Les réserves de pétrole de l'Algérie se classent au 15e rang mondial et celles de gaz naturel au 13e rang mondial. Ces réserves en pétrole sont estimées à 12 milliards de barils. Rétrospectivement, que faut-il penser de tout cela? L'histoire du pétrole algérien a pourtant débuté avec Conrad Killian et indirectement avec la mort du général Leclerc, l'un de ses soutiens politiques les plus importants. En 1947, le BRP,
Bureau de recherche de pétrole, mesure l'intérêt d'une prospection méthodique du Sahara. Vous allez me dire, depuis 1922, il est temps. Le BRP effectue des travaux de reconnaissance sur la base des rapports de Conrad Killian. La BRP va créer de toutes pièces des sociétés de recherche. Des sociétés spéciales de financement, comme la Finarep et Cofirep, vont également être créées. Donc vous l'avez compris, ces sociétés de financement vont mettre des billes dans les sociétés de recherche du BRP. Alors pour l'anecdote, le BRP deviendra Elf Aquitaine par la suite. La Française des pétroles et la Société nationale de recherche de pétrole en Algérie, donc des filiales de la BRP, enfin du BRP puisque c'est un bureau, seront les premières à en bénéficier. Étrangement, on trouve aussi des permis accordés aux Anglais de Shell et de BP, mais aussi à des firmes américaines. C'est un curieux mélange d'investissements publics et privés. Ce qui est tout aussi curieux et qui alimente les théoriciens du complot, c'est que, comme par hasard, dès 1951, les entreprises trouvent les premières huiles à Béchar, Edgelé, Zarzaïtine et Insalin. Oh bah ça alors, c'est justement là que Conrad disait de forer. En 1956, on trouve du pétrole à Hassi Messaoud et du gaz en abondance à Hassi Hermel. Ces gisements sont principalement exploités par la CFPA, la Compagnie française des pétroles d'Algérie, qui, pour l'anecdote, est le nom historique du groupe Total. Donc voilà, ça c'est pour vous planter le décor, hein. D'un côté on a Total, de l'autre on a Elf Aquitaine. Bref, tout ça est né à l'initiative de la France. L'État français, via ses entreprises, va investir l'équivalent de plus de 17 milliards d'euros actuels dans la création de 30 aérodromes et des milliers de kilomètres de routes. Les tentes des prospecteurs laissent leur place très rapidement à des villes nouvelles où les natifs algériens trouvent facilement du travail. En cette année 1956, ce dont rêvait Conrad Killian est en train de se réaliser. Oui, c'est certain. On ne peut pas minorer les investissements français et la structuration de l'Algérie. Mais tout ça arrive bien trop tard. La guerre d'Algérie a débuté officiellement en 1954, soit 2 ans avant. Et c'est une guerre fratricide qui va déchirer le pays. Dans l'armée française, 85 000 soldats sont d'origine algérienne et 115 000 soldats musulmans combattront sous le drapeau français. La gestion coloniale française d'avant-guerre a été désastreuse. Comme dit la pub, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Or, c'est l'inverse qui s'est produit avec un enrichissement des Algériens d'origine européenne et un appauvrissement des Algériens musulmans. À l'instar de Conrad Killian, le président De Gaulle est persuadé que le pétrole peut améliorer la situation algérienne. Le 29 août 1958, il fait une allocution à la radio d'Alger. Il invite les Algériens et les métropolitains à faire en sorte que grâce au pétrole et au gaz saharien s'installent les vastes ensembles qui transforment l'Algérie. Le 3 octobre de la même année, il poursuit à Constantine dans une nouvelle allocution pour mener à bien son œuvre en Algérie. Avec l'Algérie, la France a les moyens qu'il faut. Quand on voit se dresser au cœur du Sahara les derricks d'Hassi Messaoud et d'Edgelé, ou bien flamber sur le sable des torches du gaz d'Hassi Hermel, on est sûr qu'une part de l'énergie que nous tirerons du sol va assurer à l'Algérie un développement industriel qui sera sa révolution. Voilà de la lumière pour toute une génération. Malheureusement, cette allocution de Gaulle arrive bien trop tard. De Gaulle annonçait la première vague d'un plan ambitieux pour l'Algérie, avec la construction de logements, d'équipements, d'écoles, de collèges, de lycées, d'universités, mais aussi d'hôpitaux, de tribunaux, de nouveaux ports et de routes. Mais 1958, c'est trop tardif. Les Algériens ne veulent plus de la figure paternaliste de la France. Si les autorités françaises avaient écouté Conrad Killian au milieu des années 20, l'exploitation aurait sans doute débuté dans les années 30 et la prospérité aurait suivi, modifiant sans doute les relations. Mais bon, on ne va pas refaire le match. En vérité, tout a débuté le 8 mai 1945 où la fête commémorant la victoire a été parasitée par des mouvements nationalistes qui manifestaient pour une plus grande autonomie de l'Algérie.
En effet, tous les Algériens n'étaient pas forcément favorables à une indépendance totale, et certains manifestaient juste pour que les musulmans aient les mêmes droits que les autres. Cependant, les services secrets britanniques et américains, qui manipulaient plusieurs activistes du PPA, le Parti du peuple algérien, soufflent sur les braises et incitent à une insurrection dans la région de Constantine. Elle aura lieu et aura des échos dans toute l'Algérie. Ce jour-là, un policier tue un jeune musulman qui brandissait un drapeau algérien. Les esprits s'échauffent et plusieurs centaines de pieds noirs sont tués en guise de représailles. La répression de l'armée française sera extrêmement brutale, avec des dizaines de milliers de morts. De ce fait, même les éléments les plus modérés se radicalisent et rejoignent les rangs de ceux qui veulent une Algérie 100% indépendante. La suite, on la connaît tous, avec une guerre qui va durer 8 ans et faire des millions de victimes. On retrouvera donc dans les soutiens de l'Algérie indépendante des pays du bloc soviétique, mais aussi les États-Unis. Si le bloc soviétique visait une déstabilisation d'un pays membre de l'OTAN, le double jeu des Américains n'est pas sans rappeler un certain intérêt pour le pétrole algérien que dénonçait Kilian. De Gaulle aura du mal à se dépêtrer du problème algérien. Même les négociations de paix tourneront au fiasco puisque la France était prête à lâcher du lest aux indépendantistes à la condition qu'elle continue d'exploiter le Sahara. Mais bien évidemment, les indépendantistes, conseillés par les Anglais et les Américains, ne voulaient pas abandonner ce trésor. Les accords d'Évian du 18 mars 1962 céderont définitivement le Sahara à l'Algérie. Mais finalement, cela ne sera pas la fin de la colonisation. En effet, si la colonisation politique de la France a cessé, la colonisation capitaliste a pris le relais. Et cette fois, elle n'est plus le fait de la France seule, mais d'autres puissances économiques mondiales. Après la guerre, le gouvernement socialiste algérien s'embourbera à son tour dans d'innombrables problèmes structurels. Non seulement il y aura une forte émigration vers la France, perdant ainsi de nombreuses ressources humaines qui lui font aujourd'hui défaut, mais aussi des problèmes techniques, comme des pénuries d'eau, d'électricité, des problèmes d'alimentation. Il faudra attendre les années 70 pour que l'Algérie sorte la tête de l'eau. Si le pétrole et le gaz algérien sont aujourd'hui l'apanage de Sonatrach, Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, le géant algérien est en fait une entreprise nationale tentaculaire qui est devenue au fil des ans la plus grande entreprise du continent africain. Elle exploite les hydrocarbures avec de grands groupes privés, qu'ils soient chinois ou encore français comme Total. Cependant, hors pétrole et gaz, l'Algérie ne produit presque rien et importe tout ce qu'elle consomme, avec la Chine comme premier fournisseur, suivi par la France et l'Italie. Et pourtant, malgré ses énormes richesses, l'Algérie ne s'est pas modernisée et une majorité de jeunes Algériens n'entrevoient pas un avenir radieux dans leur pays. Plus de 40% d'entre eux ne trouvent pas de travail, le poids de l'économie parallèle est énorme, représentant près de 50% du PIB, et le niveau de pauvreté dépasse les 20%. 60 ans après l'indépendance, l'Algérie se repose toujours sur ses lauriers, sur ses ressources en hydrocarbures. Si les gisements n'avaient pas été découverts par des génies comme Conrad Kilian, la situation aurait été autrement plus dramatique. Comme le signalait une enquête américaine menée par l'université de Philadelphie, l'Algérie n'a jamais été aussi riche, mais son peuple est toujours malheureux. L'amoureux du désert qu'était Conrad Kilian, malheureusement mort à l'âge de 51 ans, avait un gros défaut. Il était naïf. Il pensait qu'avec son fameux pétrole, tout le monde vivrait heureux, que l'Algérie n'aurait rien à envier à la France. C'était sans compter sur le jeu politique mondial, trouble, mais aussi les intérêts financiers de grandes entreprises. Toujours est-il qu'il ne faut pas retenir ces luttes de pouvoir et de puissance qui dépassent l'entendement. Ce dont on doit se souvenir, c'est de cette incroyable épopée humaine et de l'amour que portait Conrad pour le Sahara et les peuples qui l'habitaient. Voilà, j'en ai terminé avec cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Gunnet Story.